Bonjour et merci à toutes et tous de nous rejoindre en cette heure de déjeuner sur un sujet qui aurait de quoi soit vous couper l'appétit, soit au contraire de vous mettre l'eau à la bouche, tellement on peut effectivement y ressentir une certaine excitation de l'entrée dans cette ère de l'IA. Je vais donc essayer avec vous de partager un propos sur les enjeux fondamentaux qu'il y a entre l'humain et puis l'intelligence artificielle et toutes les nombreuses questions qu'elles peuvent poser en vous donnant évidemment le point de vue de RH Partners sur ce sujet. Je ne sais pas trop en fait quel mot décrirait le mieux ce moment que nous vivons. Je pense que transition, transformation, c'est presque pas assez fort parce qu'en fait, s'y mêlent des dimensions à la fois de développement technologique, mais aussi, et c'est bien peut-être la première fois où c'est aussi fort, les questions de renforcement de l'éthique autour de ce sujet, d'interrogation autour de l'autonomie humaine et de la régulation collective du phénomène de l'IA. Et donc, c'est pour ça qu'il m'a semblé important que RH Partners prenne la parole, puisque vous savez qu'on est très attaché à cette notion d'humain au cœur de l'entreprise. Donc, on y va, on y va, on y va. J'ai donc d'abord à cœur quand même, avant de démarrer dans le vif du sujet, d'avoir quelques mots par rapport à notre cabinet RH Partners. Je vais essayer d'être brève et surtout de vous faire ressortir en fait nos fondations de base, qui sont d'abord nos valeurs qui s'affichent ici et qui sont aussi cette expérience depuis 40 ans que nous mettons au service de nos clients avec une conviction chevillée au corps qui est que et effectivement l'humain est l'élément fondamental en fait de la réussite dans les entreprises et que notre travail auprès de nos clients, c'est de les aider à faire en sorte que notre accompagnement fasse ressortir le meilleur de tout ça et qu'on arrive à gérer toutes les peurs ou les failles qui sont aussi attachées à cette notion d'humain. Donc notre métier, c'est la transformation RH. C'est d'aligner sur un projet commun à la fois l'organisation et puis les hommes et les femmes qui composent cette organisation. Et pour ça, nous utilisons plusieurs flèches à notre arc. Celle du conseil en ressources humaines, principalement auprès de la fonction RH, sur des sujets très variés. Le conseil en recrutement, le conseil en évolution professionnelle et le conseil en leadership et management. Les quatre valeurs, les quatre valeurs qui sont les nôtres, elles sont là depuis 40 années. La première est l'audace, et je pense que dans ce qui va se jouer au niveau de l'intelligence artificielle, clairement, il va en falloir. La deuxième, c'est l'humanisme. Et je pense également qu'il va falloir s'attacher à revenir à cette essence même pour trouver un guide, en fait, dans les décisions qui seront à prendre, parce que c'est vrai que ça vient complètement chambouler un certain nombre de choses et toucher chacun et chacune d'entre nous. Et ben aussi quelque chose de assez nouveau finalement et qui, dans les transformations, on n'était pas toujours mis en avant, mais toutes ces questions d'éthique et d'intégrité qui est fondamentale. Et enfin, chez RH Partners, quelque chose que l'on a de très fort également, c'est cette notion d'excellence. Alors derrière excellence, il n'y a pas le perfectionnisme, mais il y a plutôt la recherche, la capacité à se développer pour atteindre le meilleur avec nos clients, le mieux qu'on puisse leur proposer. C'est une forme de discipline et ça, c'est vraiment personnel et c'est ce que j'essaye de faire passer auprès de nos équipes et du coup des équipes de nos clients parce qu'ils en sont en fait le moyen de transférer ça, c'est que dans cette ère de l'intelligence artificielle, s'il n'y a pas d'excellence, il pourrait bien y avoir un dépassement par cette intelligence et donc c'est vraiment important. Voilà, j'en ai fini avec notre présentation. On aborde le vif du sujet et notamment le vif du sujet sur les enjeux complexes qui concernent cette interaction qui va exister entre les êtres humains et les systèmes d'intelligence artificielle. Alors, du coup, je me suis prêtée à un petit jeu que j'ai maintenant relativement quotidiennement et qui est de m'adresser à ChatGPT, la version gratuite, en formule simple, et lui poser cette question qui visait à répondre à ce point qui est quand l'IA façonne l'humain, qui contrôle qui, et de lui demander qu'il me donne des exemples, des cas d'usage dans lesquels l'intelligence artificielle allait façonner l'humain. Voici donc les différents éléments que j'ai essayé de reprendre sous forme de photos euh, et qui dépeignent effectivement, même si c'est l'humain qui a créé et qui influence l'intelligence artificielle en la concevant d'abord,
mais aussi en la programmant et en la régulant, bah, il n'en est pas moins vrai qu'on s'en rend compte depuis maintenant plusieurs mois que, tout ça est en train de se passer avec une vraie puissance, je dirais une puissance de feu quelque part et une rapidité d'adoption, dans les usages qui est si rapide qu'on peut un peu quand même, un petit peu frémir et que c'est peut-être bien la première fois où on se trouve dans une situation où on se dit qu'on va vraiment avoir quelque chose qui va venir influencer fortement et modifier durablement, les comportements humains, les modes de pensée, les habitudes que nous avons parce que cette intelligence artificielle, elle touche vraiment à énormément de dimensions de nos vies, plus ou moins éloignées, mais ne serait-ce que tout ce qui touche autour de notre santé, avec, effectivement excusez-moi, j'ai un petit sujet de diaporama. Voilà, excusez-moi. Donc j'étais sur le point de cette première dimension, qui est celle des soins de santé, avec, une intelligence artificielle qui aujourd'hui est capable d'analyser nos images médicales et de prédire en fait, de prédire les maladies. Je lisais un article la semaine dernière, sur, le cancer. On n'est plus seulement en capacité de, confirmer l'existence, de cette maladie, mais on pourrait, 4 à 5 ans avant, en prédire les signes, grâce à l'intelligence artificielle et personnaliser des traitements. Donc c'est vous dire ici le côté, important, de cette intelligence artificielle dans toutes nos changements, de vie. On a également, bah, l'éducation. L'éducation, alors j'ai mis un des noms, parce que c'est sans doute un de ceux qui est le plus connu et qui était un peu précurseur sur l'utilisation des algorithmes de manière à pouvoir définir les besoins en formation, d'un individu, ses progrès et du coup de pouvoir lui proposer vraiment des cours, je dirais sur mesure avec des exercices spécifiques qui lui permettent de prendre plaisir à l'apprentissage et on sait, nous fonction RH que lorsqu'on prend plaisir dans ce qu'on apprend, on apprend plus efficacement. Les réseaux sociaux, ben, quand vous rentrez le soir et que vous allumez, ou que vous êtes dans le métro, que vous regardez YouTube ou que vous allumez Netflix, bien effectivement, maintenant, les algorithmes de ces intelligences artificielles sont tout à fait capables de vous recommander des vidéos et des films, mieux que vous ne le feriez pour vous-même et parfois c'est un petit peu perturbant parce que ça vous renvoie à une image, peut-être des fois inconsciente de ce qui sont vos centres d'intérêt. Voilà et il y en a énormément des cas d'usage de cette, sorte. Ça a encore bougé, problème à nouveau. Je vais peut-être pas tous les lister là parce qu'il y en a un certain nombre qui sont maintenant, très connus. Peut-être, encore un ou 2, celui de la création de contenu. Il y a encore quelques mois, très honnêtement, on s'indignerait si, par rapport à la création de contenu, on nous avait expliqué que l'IA serait vraiment capable de générer du texte, de la musique, quelque part d'être créateur d'art. Or, ça devient maintenant, de plus en plus courant, au point que, on en est, des fois à plus savoir si une photo, nous vient de l'intelligence, artificielle ou est réelle et c'est vrai que ça pose un certain nombre de questions, de la définition de l'art, par exemple. Dans nos métiers, on le voit aussi sur la psychologie, le bien-être, choses qu'on pensait être extrêmement liées à, la compétence humaine d'accompagnement et d'aide, notamment sur, les situations, de stress ou d'anxiété. On voit apparaître des applications de bien-être qui sont maintenant capables d'utiliser des techniques de thérapie, cognitivo-comportementale pour gérer ça. C'est une intelligence artificielle qui fait ce travail et puis, évidemment, le recrutement avec, qui a finalement été une des fonctions, RH, parmi les premières impactées avec, l'analyse des CV, le fait de pouvoir mener, pardon, des entretiens, virtuels et d'évaluer, en fait, d'évaluer les performances, des employés, lors de ces entretiens. Ça pose vraiment la question du futur de ce recrutement. Quelle va être la place de l'intelligence humaine, dans tout ça? Voilà, donc petit point quand même qui me semblait important. Oui, l'IA façonne l'humain, de plus en plus, partout, dans nos comportements, nos décisions, notre travail, tous les éléments de la vie, quotidienne. Alors qu'est-ce qu'on fait de ça?
Ça, c'est la question. Est-ce qu'on fait confiance à notre instinct? Est-ce qu'on fait confiance à notre bonne étoile? Est-ce qu'on fait confiance à l'humain? Alors j'ai envie de dire oui, mais essayons voir, justement si nous pourrions, là, nous faire confiance concernant notre jugement. J'ai sélectionné en fait et ça vous paraît peut-être un petit peu incongru, je vous pose cette question, mais j'ai sélectionné 5 photos et ce qui serait, super, c'est si vous pouviez me dire, la photo qui selon vous n'est pas générée par, une intelligence artificielle. Alors vous avez en fait Alors dans, non, l Corinne, juste je t'interromps parce que finalement, on va devoir fonctionner autrement via LinkedIn. Donc, ce que je propose, c'est qu'on vous donne le numéro des questions et si vous pensez que c'est celle-ci qui est naturelle, donc non conçue par l'IA, vous envoyez un petit pouce. Donc, la photo 1, elle n'inspire personne. La photo 2, est-ce qu'elle a été créée est-ce que c'est une photo réelle? Non, vous pensez pas. La photo 3, la photo 4, la photo 5. Et vous n'avez pas eu le temps de voter, vous pouvez aussi nous indiquer votre choix dans les commentaires et Corinne, je te dirai ce qu'il en ressortira. d'accord. Alors, on a une personne qui propose les 5. Ça, c'est quelqu'un de malin. Bon, la réponse est que c'est la photo numéro 4 qui est en fait une photo, de personnes réelles, les autres étant générées, par l'intelligence, artificielle. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai participé, enfin j'ai fait une visite, sur un site qui mettait en avant l'intelligence artificielle à Londres. Ils sont un petit peu en avance sur nous là-bas et il y avait tout un jeu autour justement des photos générées par l'IA et on se rendait compte à quel point notre instinct humain en fait, peut être amené à se tromper. Donc là évidemment quand on me répond, que les 5 sont potentiellement réels, c'est pas forcément flagrant, mais c'est pour vous dire à quel point y compris en termes d'éthique, il y a un certain nombre de vigilances à pouvoir avoir. Mais je continue. Je continue pour vous faire valoir en fait, que nous sommes, aujourd'hui, je pense que tout le monde va s'accorder à le dire, dans vraiment une grande révolution qui est, depuis l'invention de l'ordinateur personnel, en tout cas c'est ce qu'un des professeurs émérites, du MIT, met en avant, une des plus grandes révolutions qui soit et moi j'insisterai davantage sur un double phénomène qui est celui à la fois d'être, nous sommes face à une vraiment grande accélération et en même temps un grand frisson. Et du coup, ça ressemble un petit peu, à une sensation qu'on aurait, de puissance et d'intensité qu'on n'a jamais encore eue et comme si on était dans un grand 8. Voyez? Alors d'ailleurs, les chiffres, ils sont assez vertigineux, ils sont pas forcément à retenir par cœur, mais en tout cas, importants. Quand on prend, l'économie en fait, l'économie, qui serait celle, du marché mondial de l'intelligence artificielle d'ici 2025, on est déjà à une estimée de 190 milliards de dollars avec une croissance annuelle de 40%. Donc évidemment, il y a peu de secteurs qui peuvent se prémunir de ce type de chiffres. On est sur des gains en productivité, d'ici, 2025, entre 20 à 30 dans certains secteurs et notamment dans tous les secteurs qui sont numérisés et automatisés et d'ici 2030, on atteindrait en fait des gains, de productivité à l'économie mondiale, hein. Ce sont des chiffres, bien sûr, vous imaginez bien, à l'économie mondiale, qui dépassent complètement notre entendement puisqu'on parle de 15,7 trillions, alors billions en anglais, mais trillions de dollars. Alors un trillion, c'est 1000 milliards. Voilà. Donc moi, j'arrive pas trop à me représenter ça, mais c'est pour dire à quel point l'intelligence artificielle vient ajouter en fait en économie mondiale des sommes colossales et en PIB. Donc jusque-là,
on pourrait se dire, ça fait rêver. Mais il y a quand même un sujet qui nous touche encore plus particulièrement quand on est, acteur de la fonction RH, c'est évidemment que, il y a aussi de quoi avoir peur, notamment avec les chiffres qui étaient parus en 2019, au niveau de l'OCDE et en plus en 2019, ce sont des chiffres qui ont beaucoup évolué, mais qui, faisaient remonter que 1 milliard d'humains seraient impactés. Ce 1 milliard d'humains étant que 14 des emplois mondiaux, allaient disparaître et que 32 allaient être transformés. Donc, on est face à une révolution sociétale qui n'a jamais été égalée parce qu'en fait, on est face à une reconversion, en volume qui va dépasser tout ce qu'on a déjà pu, essayer de faire jusqu'à présent. 375 millions de travailleurs d'ici 2030 qui devraient changer, pardon, de catégorie professionnelle et ça, ce sont des chiffres qui sont déjà plus du tout exacts puisqu'avec ChatGPT, heu, auparavant, nous n'avions que des fonctions, j'oserais dire, qui étaient dites manuelles ou répétitives, qui semblaient être impactables par l'intelligence artificielle. Avec cette intelligence artificielle générative, des fonctions des fonctions dites intellectuelles de service sont aujourd'hui, elles aussi, très fortement impactées et c'est vraiment là qu'il y a un énorme changement, de paradigme puisque, les travaux intellectuels, sophistiqués comme la recherche ou même la codification, donc ces propres ingénieurs qui codent aujourd'hui, pour les algorithmes, vont pouvoir être remplacés par la machine. Donc on a vraiment par rapport à ça à réfléchir et des millions de personnes vont devoir se reconvertir. Du coup, bah, le message est assez clair, on ne peut plus y aller à tâtons. Il y a vraiment la nécessité d'implémenter avec succès, une intelligence artificielle responsable. En tout cas, c'est ce qu'on croit chez RH Partners et on y mêle effectivement des responsabilités écologiques, socialement responsables, puisque ça, c'est effectivement, notre travail, au quotidien et collectivement éthique. Je vous abreuve de chiffres, mais c'est parce que ces chiffres, ils sont à chaque fois très, très au-dessus de toutes les normes qu'on n'a jamais rencontrées, en fait, quand on était face à des évolutions technologiques. Donc les derniers chiffres de 2023-2024, vous voyez, des plus grands cabinets, qui font, des analyses, c'est que, 79 des salariés ont déjà été exposés à l'intelligence artificielle générative dans leur vie pro ou perso et 77 des leaders ont la conscience que, la technologie va venir impacter leur business. J'oserais dire heureusement qu'on est à ces niveaux de taux parce qu'il y a encore quelques années, c'était plutôt autour de 45-50. Ce qui est, aujourd'hui, une vraie, différence, c'est qu'il y a encore un an, quand on disait ChatGPT, quand on disait copilote, quand on disait prompt, c'était un peu de la science-fiction. On ne comprenait pas trop ce qu'il y avait derrière et le grand changement, c'est qu'en fait, aujourd'hui, la rapidité, la vitesse à laquelle, les taux d'adoption, de ChatGPT se sont faits, montrent que, ben, on a un vrai sujet de vélocité, de la transformation. C'est quelque chose qu'on ne gère pas forcément toujours, très, très bien dans les transformations, la notion de temps. Or là, en fait, on n'a pas ce temps. Hem, donc ça pose un certain nombre de questions, et au cœur de ces questions, il y a celle des investissements qui vont pouvoir être mis dedans. Il y a celle de la structuration des données et il y a celle évidemment des talents et on arrive au cœur du réacteur de RH Partners et de vous, Fonction RH, c'est comment va-t-on gérer, cette transformation, des compétences? Je suis revenue à une, étude qui est celle d'Adecco, qui est super bien faite, que je vous conseille de parcourir. Alors elle est, moi je l'ai trouvée en anglais, mais je suppose que maintenant elle a dû être traduite et qui met vraiment en avant le fait que les entreprises qui sauront, aborder, l'intelligence artificielle en ayant une approche centrée sur l'humain, vont vraiment créer un avantage concurrentiel par rapport aux autres entreprises. Ça veut dire quoi une approche centrée sur l'humain? Ça veut dire une démarche qui va permettre en fait d'affaiblir aujourd'hui tous les freins que l'on rencontre dans la mise en œuvre de l'intelligence artificielle. La première, c'est que l'intelligence artificielle, vous l'avez vu, elle va nous obliger au changement, elle nous oblige déjà au changement à une vitesse importante. C'est un vrai game changer. 61 des personnes, des dirigeants, hein, c'était des dirigeants, 2000 dirigeants, toutes fonctions confondues avec CEO et puis, la strate de direction,
qui étaient en dessous des CEO, différents secteurs, différents pays. Donc 61% ont la vraie conscience que c'est un game changer, mais seulement 11% ont mis en place des plans d'action de manière à ce qu'on puisse reconnaître des progrès significatifs dans les entreprises sur l'implémentation de l'IA. 11%. C'est vraiment pas beaucoup. Et en plus, si on en regardait le détail, je ne l'ai pas fait, mais on peut supposer que ce serait 11% des entreprises les plus importantes et financièrement les plus à l'aise, parce qu'on a vraiment un ticket d'entrée dans l'IA en termes de coûts qui est aussi un point important. Pourquoi ces 11% sont capables d'amener ces progrès? C'est parce qu'ils ont investi. Or, ça coûte très très cher de mettre en place une IA dans une organisation. Le deuxième frein, c'est que les leaders ne sont pas prêts. Et donc, surtout les leaders qui sont les leaders stratégiques. Il y a une fracture entre les collaborateurs qui sont prêts à y aller, qui le demandent, les strates de direction opérationnelle, donc les COO, les CTO, les CFO, etc., qui voient ça arriver et qui s'y préparent d'ailleurs à 59%. Et puis la strate au-dessus, 57% des leaders, donc des présidents directeurs généraux et des directeurs généraux, qui sont perçus comme manquant en fait de compétences en intelligence artificielle et en connaissances numériques, on va dire, pour pouvoir l'aider en fait, pour pouvoir l'aider cette disruption. Donc on a un vrai shift qui est en train de se passer. Les personnes n'ont pas confiance dans leur direction pour mener cette transformation. Donc, cette digital trust ou cette confiance digitale, qui est le point suivant, a un impact majeur en fait sur la capacité de mise en place et de développement d'une stratégie responsable et éthique, vous voyez, à 67%. Or, on a un peu moins de 50% des entreprises seulement qui ont commencé à réfléchir à un plan d'action pour effectivement rassurer et sécuriser les personnes, les clients, voilà, les utilisateurs. Un point qui nous touche particulièrement chez RH Partners, c'est la stratégie de gestion du capital humain. Donc j'en parle en étant plus ou moins à l'aise, mais concrètement, la stratégie d'achat des compétences, donc de recrutement externe, versus la stratégie de construction des compétences depuis l'interne, est un vrai sujet. 66% des dirigeants continuent à vouloir acheter ces compétences, donc contre 44%, 46% qui pensent que la stratégie de redéploiement interne est à prioriser. On a un vrai sujet parce qu'en fait, sur ce point, on a une pénurie des talents du numérique auquel vous êtes tous et toutes confrontés, évidemment. Je ne vais pas vous faire un dessin, qui entraîne une augmentation très forte des rémunérations et une volatilité des profils, c'est-à-dire qu'il reste un an ceci, voilà, une fuite des talents vers l'international et une démographie de nos étudiants entrant sur le marché de l'emploi qui, de par les baisses de natalité depuis plusieurs années, sont cette année, par exemple, par rapport à l'année précédente, on enregistrera 200 000 diplômés en moins, tout domaine confondu, pas seulement sur le numérique. Donc, en gros, la stratégie qui consisterait à se dire on continue à essayer d'aller acheter cette compétence ne va plus fonctionner. La seule qui puisse être, c'est de transformer les compétences en interne et donc de déployer toute une stratégie de reconversion. On va en parler après. Comme on va être face à quelque chose, vous l'avez vu, qui va toucher des millions, des milliards de personnes en même temps, notre seule opportunité, c'est justement d'utiliser l'intelligence artificielle pour nous aider à créer ce modèle de business qui serait centré sur l'humain, mais qui utiliserait l'intelligence artificielle au niveau, je dirais, alors c'est à déterminer, chacun il mettra un plan d'action spécifique à son entreprise, mais en tout cas, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle sur toutes les fonctions de la fonction RH et de laisser une grande place à ce qu'on appelle les compétences, les métacompétences ou les compétences soft skills. La première recherchée aujourd'hui étant la créativité et l'innovation, la seconde l'esprit critique, la troisième le leadership et la quatrième l'intelligence émotionnelle.
devant, en fait, toutes les autres compétences qui peuvent être, liées plutôt à des compétences spécifiques en IT. Une des compétences qui ressort aussi beaucoup et qu'on ne sait pas forcément classer en soft skills, mais c'est, ce qu'on va appeler l'habilité numérique ou l'habilité digitale. C'est-à-dire que sans être un expert, d'avoir cette capacité à comprendre comment tout ça fonctionne et comment interagir. Hem On en arrive là, en fait, à un moment où, c'est finalement, une fois qu'on a fait ce constat, comment on s'y prend? Donc au niveau de RH Partners, pour répondre en miroir à, ce que vous connaissez tous et qui est ce monde de VUCA, moi je me suis juste permis d'y ajouter un double A, en ajoutant le mot accélération dont je vous ai parlé tout à l'heure parce que ça me semblait tellement, différenciant, par rapport, au monde d'avant. On a construit un modèle de transformation responsable et c'est comme ça qu'on déploie en fait nos plans de transfo auprès de nos clients. C'est en regardant, en mettant en place, pardon, un VUCA modèle qui comprend en fait le fait de pouvoir proposer une vision claire et de savoir la communiquer de façon claire, de pouvoir mettre au centre de tout l'humain. J'ai un peu triché, je vous l'accorde, enfin bon, ça c'est juste humain. Hem Et donc de pouvoir, vraiment travailler sur le soin qu'on va apporter aux liens qui existent, le lien avec soi-même, la connaissance de soi, le lien avec l'autre, le lien avec son entreprise, le lien avec la machine, parce que ça, on en parlera. C'est comment est-ce que je combine mon intelligence et celle de l'intelligence artificielle. Évidemment, on ne peut pas transformer de façon responsable si on ne revoit pas, sa culture d'entreprise et je pense que je vais ajouter un S parce qu'au fur et à mesure des projets que nous avons avec l'équipe, il apparaît très clairement que sur l'intelligence artificielle, on est en train de parler de plusieurs types de cultures, à mettre à articuler en même temps. Je les nomme comme ça, mais si vous êtes intéressés, on pourra en rediscuter. La culture de la donnée, importance de savoir articuler cette donnée, de toujours savoir comment on a construit la donnée qu'on a injectée, ce qu'on lui a demandé de faire. La culture, mais ça fait bien longtemps qu'on en parle, qui est effectivement la culture apprenante pour avoir la capacité à absorber, toutes ces nouvelles compétences. Et puis moi, j'en ajoute une qui est cette fameuse culture de la congruence, de l'alignement, justement entre les différentes intelligences artificielles, humaines, le leadership et puis, chacun, des collaborateurs d'aller dans le même sens. Je parle plus d'agilité parce qu'en fait, un des points peut-être que j'ai passé tout à l'heure, c'est de rappeler que, les, compétences, vont devenir en fait avec une espérance de vie de plus en plus courte, hein. Chaque 5 ans et ça c'est, dans des domaines qui seraient finalement assez stables, chaque 5 ans, 50 de nos compétences vont disparaître et je pense qu'on va avoir cette fameuse accélération qui font que ces 50 vont se passer à peu près tous les 2-3 ans. Donc on a besoin de métacompétences et d'agilité, dans nos modèles, RH. Et enfin, on a besoin d'affinité parce que plus personne ne viendra travailler avec une intelligence artificielle, qui réalise une part de son travail s'il ne trouve pas de sens, s'il ne trouve pas de lien, s'il ne trouve pas d'affinité. J'ai choisi, de focuser sur 3 domaines de ces transformations. La première, c'est celle de la révolution, de la reconversion, on en a un petit peu parlé. On est face à un enjeu tel qu'on est vraiment dans quelque chose où ce mot reconversion va devoir prendre une ampleur absolument, incroyable et les entreprises ne me semblent pas toujours, prêtes. Et nous-mêmes, hein, qui travaillons depuis 15-20 ans, on voit bien qu'on a su mettre en place des dispositifs, de gestion des compétences, de mobilité qui, sur le papier, semblent bien agencés, mais qui produisent pas toujours les effets en nombre de personnes qui puissent se reconvertir ou bouger dans l'entreprise. Donc on a un vrai enjeu. Le deuxième, c'est évidemment de parler de leadership. J'appelle ça le leadership à impact et on partira d'une étude de, Harvard pour définir ce modèle et puis enfin, c'est comment on combine et comment on nourrit nos intelligences respectives entre l'intelligence artificielle et les intelligences humaines. Alors, changement de paradigme, à l'ère, de l'intelligence artificielle sur ce fameux mot de la reconversion. Vous vous souvenez les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, 14 de métiers, qui vont disparaître, 32 qui vont se transformer.
C'est des volumes qui se compteront en millions par année et en milliards d'humains qui vont devoir se reconvertir, alors que par le passé, la reconversion était plutôt une action individuelle, une action adaptative. On se sentait un peu obligé, voire même un peu coupable souvent quand on devait passer par la case de reconversion. En tout cas, nous, on le voyait dans les différents projets de GEPP qu'on a pu mener ou de plans de mobilité, de RCC. Eh bien, il va falloir passer à une dimension stratégique. Ça veut dire quoi? Une dimension stratégique, ça veut dire d'adresser des volumes et d'adresser une vélocité bien différente. La notion de rapidité va être clé. Il va falloir être capable de développer des compétences qui sont aujourd'hui indisponibles dans l'organisation et de savoir les rendre disponibles à plus ou moins long terme, mais on va plutôt dire court terme. Euh, on va devoir avoir une direction générale et des actionnaires qui s'engagent à porter ces projets, y compris en financement. Et puis, on va devoir avoir quelque chose qui soit évidemment éminemment efficace et rodé, mais qui se fasse quand même dans le respect et la responsabilité éthique de l'humain pour ne pas aggraver la disruption sociétale. Donc, il y a surtout des exemples, en fait. On a surtout des clients qui sont dans le domaine du numérique, qui sont les premiers, qui sont les pionniers là-dedans. Par exemple, on a Infosys, pardon, qui a mis en place un programme interne pour transformer des collaborateurs en experts en cybersécurité. On a Vodafone qui a recruté en interne et formé 40% de ses développeurs par la voie de la reconversion interne. Enfin, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place, mais plutôt en fait dans les sachants de cette industrie du numérique. Ailleurs, je pense que des cabinets comme RH Partners ou d'autres ont vraiment leur rôle à jouer pour vous accompagner dans tout ça. Évidemment, le manager va devoir être mis. Alors, le manager, pour moi, ça comprend le manager, pardon, et la fonction RH. J'aurais peut-être dû préciser, mais c'est un vrai binôme qui fonctionnent l'un avec l'autre, qui va être mis plus en responsabilité de cette reconversion et devoir être formé à savoir identifier les compétences, les valoriser. Et voilà, ça retourne. C'est pas cool. Hop, je remets dans l'autre sens. Oui, j'étais en train de dire qu'il va devoir apprendre à identifier, à valoriser et à projeter les compétences de ses collaborateurs et devoir être aidé par la fonction RH. Et chez RH Partners, on parle de compétences fondamentales qui doivent être repérées dans l'organisation et des compétences adjacentes qui vont amener à pouvoir développer ces compétences fondamentales. Reconversion, projet de gestion du changement. Bon, ça paraît être une évidence, mais on sait aussi que derrière cette évidence, c'est toujours un petit peu compliqué de conduire le changement sur des projets comme celui-là. Donc moi, j'aurais presque un seul mot, qui est de réussir à enthousiasmer en fait son collectif. Et on en revient à ces notions de confiance digitale, de pouvoir leur montrer que ben, c'est un projet prioritaire pour l'organisation, mais que ça peut leur apporter énormément. Parce que vous connaissez la nature humaine, quand il s'agit de changer, comment dire, le premier automatisme, c'est le repli. Hein, notre cerveau, il est fait pour se dire: «Oh non, 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 j'ai pas envie du tout de mettre toute cette énergie là-dedans» et donc on va mettre en place d'abord des phénomènes de stress, mais aussi, évidemment de fuite, de lutte et puis, d'inhibition. Donc il y a vraiment une importance majeure à ce qu'on fluidifie l'envie, dans les dispositifs. Donc ça peut se faire en interne, mais ça peut aussi beaucoup se faire en travaillant avec un écosystème plus large, comme des cabinets spécialistes de l'évolution professionnelle, bien entendu. La reconversion ou la reconversion et le recrutement interne, le recrutement externe, pour moi, ça commence à être un petit peu le même mot. Par contre, ce qui est important, c'est de le projeter, de savoir le prédire et donc de travailler sur le potentiel prédictif. Et ça, l'intelligence artificielle, les innovations en termes de neurosciences, avant, on savait difficilement le faire quand même, mais maintenant, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous permettre de nous aider là-dessus. Et l'idée de ce côté prédictif, c'est de dire
comment je vais me sentir à terme dans ce rôle et est-ce que j'ai la capacité, ou comment plus exactement apprendre, en me faisant plaisir et donc d'avoir la capacité à rentrer dans ce rôle. Voilà, la question de l'humain, je pense que vous l'aurez bien, comprise au travers de mes différents exemples. Alors une organisation, heu, elle se mène évidemment avec les hommes et les femmes qui la composent, mais il y a, l'importance de l'impulsion qui est donnée par le leadership. Et là, le modèle de leadership dans les organisations est en train de complètement, se transformer. Et donc il y a encore quelques années, vous n'auriez jamais vu, les 8 compétences. Alors il y a un petit piège, hein, il y en a bien 8 de listés là. J'en ai ajouté 2. J'en ai ajouté 2 qui n'ont pas été listés par le Harvard Business Review, et qui sont propres à RH Partners. Ça me semble un petit peu, compliqué peut-être de toutes les balayer, mais j'en ai choisi, peut-être aussi quelques-unes qui me sont plus chères. Tant pis, je me mouille, je me lance. La première, c'est l'authenticité. L'authenticité, pourquoi? Parce qu'en fait, l'idée, c'est savoir communiquer, savoir planifier, savoir organiser, voire, savoir résoudre les problèmes, quoique parfois, la résolution des problèmes, elle appartient à l'équipe. Mais il y a un facteur, multiplicateur qui fait que, vous allez, vous engager auprès d'un leader. C'est un, s'il vous donne l'impression de savoir quoi faire et 2, c'est qu'il vous en donne pas juste l'impression, c'est-à-dire que vous allez faire confiance à cette personne dans ses capacités, peut-être pas à savoir, là, maintenant, tout de suite, ce qu'il faut faire, mais en tout cas de savoir à terme ce qu'il faudra faire et de pouvoir vous connecter à lui. Et ça, c'est vraiment nouveau de pouvoir se connecter en sincérité à ce qu'il est. Sinon, en fait, vu le monde dans lequel on va être, vous n'allez pas prendre le risque, pour vous, de vous embarquer dans cette aventure. On le voit, aujourd'hui, les salariés réclament tous cette confiance et elle n'est pas là. Donc on a un vrai sujet de mettre en place un leadership à impact qui va savoir donner cette confiance et qui va savoir embarquer, le collectif. Donc pour ça, est-ce que l'authenticité, c'est quelque chose qui se développe, qui se travaille ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a en soi? Bon, un peu des 2. De mon point de vue, mais encore une fois, ça n'engage que moi. Je crois qu'à la base, avant toute chose, c'est la sincérité, par le fait de bien se connaître, d'oser bien se connaître, d'avoir conscience de soi et de se mettre en situation de constamment accepter le feedback, d'aller poser des questions sur une situation dans lequel on n'a pas forcément bien jaugé son impact et de travailler là-dessus. Voilà comment construire une vraie authenticité. Un autre point qui est vraiment intéressant, je trouve, dans cette étude, je vous livre, c'est, l'esprit d'analyse. Alors, on voit dans toutes les annonces de recrutement, dans toutes les descriptions de postes en interne, capacité d'analyse slash de synthèse. Donc je l'ai remis comme ça parce que je ne savais pas comment le nommer autrement, mais quelque part, l'idée, c'est plus une prouesse, en fait, analytique face à la complexité. Donc je m'explique. Parce que c'est quelque chose que j'essaye de travailler dans les coachings qu'on fait avec, les nos clients. Hem, c'est, la notion de vous savez, si vous restez en mode séquentiel, alors on nous a appris, hein, la logique séquentielle, eh bien effectivement, vous allez peut-être trouver, des solutions, mais elles ne seront pas assez puissantes et puis de toute façon, si vous confiez la question à l'intelligence artificielle, comme elle fonctionne en mode séquentiel, elle vous trouvera la réponse plus vite et de façon plus complète. Donc c'est une autre forme d'analyse, c'est une autre forme d'intelligence qui va prendre le dessus et c'est cette analyse et c'est cette intelligence à 360. C'est-à-dire cette capacité à prendre un problème, à le découper, à trouver la source et à être vraiment inventif, à avoir un peu de fraîcheur dans la manière dont on va prendre le sujet. Donc en fait, ça mêle toutes les autres caractéristiques que vous trouvez en dessous, l'adaptabilité, l'aisance avec l'ambiguïté, la curiosité, voilà, tout ça et c'est un tout. Alors les 2 compétences que j'ai ajoutées, alors d'accord, pas d'accord, ça encore, moi je suis très ouverte à en discuter. Mais enfin, j'ai rajouté cette fameuse, compétence en 10 de la conscience de soi.
Pour moi, c'est une méta-compétence pour le monde du futur. C'est vraiment de constamment, être bien conscient de son impact et de ce que des effets produits, par sa relation et prendre soin de cette relation. Et puis la dernière compétence qui est soit une valeur, soit une compétence, mais j'ai choisi de la mettre du côté de la compétence, c'est, de pouvoir, dans l'organisation, faire circuler ce que j'ai appelé le jugement éthique. C'est-à-dire que face à des on ne sera pas toujours derrière chacune des décisions et il va falloir mettre en place des compétences qu'on a citées tout à l'heure, comme par exemple l'esprit critique. Mais aussi ce jugement éthique. Ce jugement de savoir si en agissant de cette façon ou en laissant l'intelligence artificielle agir de la sorte, on a bien été vérifié qu'elle répondait à un certain nombre de codes éthiques que l'on aurait définis entreprise par entreprise. 3e point, je vous ai dit les intelligences combinées. Moi, ça fait pas mal de temps que je cherchais un petit peu à prendre de la matière, autour de ça et à commencer par le fait déjà de savoir, cultiver et ça c'est quelque chose qui nous importe beaucoup chez RH Partners, de cultiver les différentes formes d'intelligence humaine. Beaucoup de fois, nous rentrons dans des équipes qui sont en dysfonctionnement parce qu'en fait, a été organisé une sorte de clonage, en fait, des intelligences humaines et des modes de raisonnement. Aujourd'hui, vu la complexité, la vélocité et cetera, on est plutôt, nous, à faire valoir le fait de combiner des intelligences différentes, déjà ne serait-ce qu'entre humains. C'est pour ça qu'on a développé, aujourd'hui des sessions, autour, par exemple, du disque pour que les équipes, qu'elles soient en dysfonctionnement ou pas d'ailleurs, puissent mieux comprendre, mieux appréhender, quelles sont les forces en présence en termes de mode de raisonnement et de personnalité et de mode de communication, hem, de manière à être complémentaires et donc c'est cette fameuse affinité. Mais une fois qu'on a dit ça, évidemment, vient maintenant cette intelligence artificielle qu'il va falloir intégrer. Donc pour l'intégrer, l'idée, c'est de former vos équipes à d'abord bien comprendre le fonctionnement de notre cerveau. Et donc c'est tout ce qui tourne autour des neurosciences et de l'approche neurocognitive et de connaître tous les biais. Parce qu'en fait, faire des liens comme ça entre les différentes choses, qui vont nous arriver et la complexité des données, ça va supposer de faire des liens. Mais pour qu'un lien soit sécure, il faut aussi être capable de déjouer tous les biais cognitifs qui se jouent. Voilà. Donc moi, j'invite nos clients aujourd'hui et toutes nos équipes, je pense, sont dans cette démarche à vraiment rapidement adopter l'intelligence artificielle générative, de se faire aider, de cabinets, spécialisés dans le domaine, mais aussi de cabinets plutôt, en lien avec tous ces aspects de transformation culturelle, de manière à l'implémenter, mais de le faire bien et de développer ces différentes, formes de culture, dont la culture de la data et la culture de l'éthique. La question de l'éthique est assez centrale, à mon sens, dans tout ça et ne serait-ce que de redéfinir ce qu'on entend par éthique dans chacun des métiers de l'organisation. Je crois que j'en ai fini. Je vais arrêter, le partage, peut-être juste en vous faisant un petit clin d'œil, encore une fois, sur une valeur qui m'est importante, c'est de défendre ce qui est une forme de sagesse en continuant dans les organisations à avoir cette science du questionnement qui est le propre, beaucoup du métier du conseil. Quand on arrive, sur une nouvelle mission, je demande aux équipes de passer beaucoup de temps à questionner. Vous savez que ça fait partie toujours de nos phases préalables, on appelle ça les audits, mais il y a des audits qui sont plus ou moins, je dirais, approfondis sur cette question critique, de questionner l'organisation, de questionner les êtres, humains qui la composent et donc ça, c'est vraiment une manière dont RH Partners, agit. Heu et ça donne des résultats qui sont pas toujours, heu, extraordinaires, mais en tout cas qui amènent dans l'organisation, quand même, au moment des transformations, une plus grande fluidité. Voilà, je vais couper tout ça et si vous avez des questions, ce sera avec plaisir. Alors les questions, peut-être, les écrire dans, la partie, Q&R, question and response.
Corinne, tu as demandé s'il y avait des questions. Oui. Oui. Des petites questions plutôt qui vont te permettre sûrement de faire un résumé, notamment une qui dit, qui montre l'inquiétude en tout cas qu'il y a sur le sujet. Quelles sont les actions prévues pour faire face à l'énorme problème de chômage que l'IA va causer dans le monde? Alors, j'ai pas évidemment, si j'avais, la réponse, je pense que ce serait un peu prétentieux. Je De mon point de vue, la réponse, elle tient en 2 termes. D'abord, utiliser cette propre intelligence artificielle pour, nous faire, capter les compétences en présence, les compétences, qui vont être nécessaires plus rapidement. Voilà, donc sortir de tous ces Excel, qui, avaient, des fichiers, qui étaient aujourd'hui, pas, appréhendables finalement au niveau, humain, de manière à définir justement ces fameuses compétences adjacentes et de pouvoir reconvertir en utilisant ces compétences adjacentes vers des métiers du futur. Alors la vraie difficulté, c'est le volume qui va être celui-là. Donc je pense que c'est une action, je dirais, et au début, de mes propos, j'en ai parlé, c'est comment est-ce qu'on va se combiner entre les entreprises, les institutions et au niveau mondial. J'ai pas la réponse toute faite. Tout ce qui est sûr, c'est qu'il faut que ça commence au niveau de l'entreprise, de chacune de ces entreprises et qu'il y ait vraiment, je dirais, le paquet de mise sur tout ce qui est mobilité interne, hem et formation, reconversion en interne, de manière à repositionner. C'est construire les compétences plutôt que de chercher à aller les recruter. Ça me semble être le système le plus, vertueux, à date, pour justement éviter que des pans entiers de notre société n'aillent vers France Travail. C'est une responsabilité d'entreprise, sociétale et RH Partners, nous en tout cas, on essaye d'avoir, voilà, la pédagogie, auprès des DRH sur ça, qui sont, souvent, très, très, favorables. Il y a une question d'investissement et de moyens. Corinne, si on reste sur ce sujet, mais qu'on fait un focus plus particulier sur les métiers RH, lesquels vont être le plus impactés et lesquels peuvent s'interroger éventuellement sur une reconversion ou un développement de compétences, plus particulièrement? Alors, je vais plutôt répondre par lesquels seront, le moins impactés, parce qu'après les proportions dans lesquelles les autres métiers, le seront, c'est quand même encore un peu compliqué, mais tout ce qui est, aujourd'hui, gestion, de paye, gestion administrative, gestion de l'information, qui consistait à avoir, de la gestion, je dirais, à la fois administrative nécessaire, mais aussi une gestion financière, de l'information vont, être pris en charge par l'intelligence artificielle. Ce qui va être, à développer, c'est tout ce qui va tourner autour de l'accompagnement en évolution professionnelle, tout ce qui va tourner en accompagnement, des hommes et des femmes, donc tous les métiers autour du développement du leadership et puis, je pense aussi qu'il va y avoir beaucoup de métiers qui vont se développer et qui vont être, à la croisée, des chemins entre éthique, RSE et RH. Donc, dans les plans de développement de la fonction RH, moi j'invite à vraiment, développer, toute cette acculturation à la RSE, évidemment à l'intelligence artificielle, mais en faisant un focus sur l'éthique. Il va y falloir qu'il y ait des garants dans l'organisation de cette dimension et pour moi la fonction RH a un rôle, à jouer, évident. Une dernière question, Une dernière question? un peu plus légère. Est-ce que, Allez. il y a des trucs qui pourraient nous permettre de repérer justement l'IA dans un texte ou dans une photo? Mmh. Est-ce qu'il y a des Alors signaux? alors dans les photos justement, quand j'étais allée voir cette exposition, moi je me suis fait avoir, les, 5 premières photos. Et puis après je me suis dit: «Bon, il y a forcément des trucs à capter» et puis évidemment, ben, à chaque fois, sur les 5 cas d'école, on nous disait ce qu'on n'avait pas perçu.
En fait, l'intelligence artificielle sur les photos, ben, si on remettait la planche où il y a les 5 photos, il y en a deux qui sont très très évidentes, où on se rend compte que c'est colorisé, que à peu près les visages sont répétés plusieurs fois dans les photos. Donc là, c'est déjà une façon de le repérer. Mais pour être honnête, et ça c'est un peu grossier, il y a des intelligences artificielles qui arrivent à vraiment nous bluffer. Souvent, il va y avoir un détail qui est, au niveau d'une oreille, d'une forme de visage, voilà. Mais la problématique, c'est que notre cerveau aujourd'hui n'est pas fait pour rentrer dans cette vision détaillée, d'un visage. Nous, quand on prend une photo, on la prend dans sa globalité. Donc c'est un vrai apprentissage, qu'il faut avoir. Deuxième, par rapport à aujourd'hui la génération de textes ou d'idéologie ou d'idées, pour pas être connotée dans mon propos, mais bon, ça y est, c'est trop tard. Je pense qu'il faut, tous et toutes, vraiment à chaque fois vérifier nos sources, et pas hésiter d'ailleurs, moi je l'ai fait, d'interroger, ChatGPT lui-même sur sa source et sur ce qu'il pense de ce qu'il nous a, livré comme information, et vous serez surprise de sa réponse parce qu'il se met à cafouiller. Voilà, donc c'est en fait d'avoir des technicités, de questionnement, qui soit, comme ça assez intuitif quand on voit une photo ou qui soit, de façon, plus apprise parce qu'on va nous apprendre à questionner, l'intelligence artificielle. Mais, ça revient à mon point de tout à l'heure, le vrai savoir maintenant, ça va être de savoir questionner. Très bien, avant une dernière question, parce que je crois que tu dois nous quitter, je vais juste lire la citation proposée par Olivier Chariot, une citation de Rappeler: Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Sur ces D'accord. mots, sur ces belles paroles, je Merci pense que Olivier. ça peut être inspirant. Ouais. Donc sur cette citation, Valérie, qui est donc HR Business Partner au Crédit Agricole, nous demande quelle différence principale tu vois entre l'IA et le digital, dont on nous disait déjà que des métiers allaient disparaître et que Mmh. le digital allait nous permettre au contraire de nous concentrer sur des tâches à valeur ajoutée. Elle Mmh. constate, elle, à son niveau en tout cas, que la charge administrative n'a pas diminué avec le digital, mais elle s'est juste transformée en clics et en champs en complétés. Mmh. Intéressant. Alors, du coup, sachant que moi je ne suis pas une experte technique, mais la manière dont je répondrais à ça, parce que je trouve que c'est hyper pertinent comme question. Donc d'abord, le digital, ça amalgame plein de choses, mais dedans, maintenant, on peut sans doute y faire rentrer, l'intelligence artificielle générative. Hem, la grosse différence, c'est de 2 ordres. Hem, 1°, je réfléchis, hein, vous voyez, mes yeux, ils tournent, ça c'est propre de l'homme. La première, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le digital, en fait, était un niveau, qui est touché à des tâches répétitives, qui étaient automatisables et effectivement après moi je ne sais pas avec quoi vous travaillez, mais qui n'a pas produit tous les effets escomptés de productivité pour l'instant parce que la structuration des données, et j'en viens à ça, la structuration des données n'est pas, souvent suffisamment architecturée à la base. Moi, dans les différentes expériences que j'ai vues d'implémentation de SIRH, ce qui manque, c'est tout ce travail d'architecturation, de la donnée pour qu'ensuite, l'automatisation fonctionne. Mais ça venait, impacter uniquement des fonctions, non intéressantes. Je vais le résumer comme ça. Là, la grosse différence avec l'intelligence artificielle générative, c'est quand même qu'il faut qu'on se représente que, les métiers tels que les métiers d'avocat, par exemple, les métiers, d'expertise comptable, à partir du moment où la structuration des données va être bien faite, et ben, en fait, quand vous poserez la question à une intelligence artificielle générative sur des questions juridiques, il serait tout à fait capable de vous sortir par un texte bien construit, toute l'argumentation qu'un avocat, devrait, passer plusieurs heures à travailler et c'est là qu'est le gain de productivité. C'est-à-dire que comment est-ce qu'un avocat va continuer à vous facturer, une journée de travail alors que peut-être qu'une intelligence artificielle aura mis 5 minutes à sortir quelque chose? Eh bien, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir que cet avocat déploie finalement des nouvelles compétences de communication. Alors ils en ont, les avocats, mais ce que je veux dire, ils en ont souvent dans leur argumentation, mais pas toujours dans le fait d'être
pédagogue sur cette argumentation. Donc, il va y avoir des postures à différencier. Donc ça, c'est ce que je fais comme différence entre le digital et l'intelligence artificielle, c'est en fait que ça vient impacter des fonctions plus sophistiquées intellectuellement, et donc ça vient encore plus augmenter l'impact sur les métiers. La deuxième, c'est que cette intelligence, donc ChatGPT, comme ça on va, mais tous les autres intelligences artificielles génératives, en fait, ça a été la construction d'une passerelle qui existe justement entre le monde un petit peu abscon, dans lequel on n'arrivait pas à rentrer, de toute cette intelligence numérique, ces experts numériques, donc les développeurs, les data scientists, les gens qui savent coder, voilà, qui sont des vrais, métiers. Mais c'était compliqué pour nous, humains, qui avons d'autres compétences, mais pas celles-là, de rentrer en lien et de comprendre. Mais l'intelligence artificielle générative a créé cette passerelle qui fait que maintenant, on peut accéder, en fait. On peut accéder par le simple texte, parce que le lien, il est fait par le texte, comment dire? Des choses qu'avant, on aurait dû coder. Donc c'est ça qui crée l'accélération. Je ne sais pas si je suis claire, mais en gros, l'intelligence artificielle a su textualiser ce qui était en fait des formules mathématiques. Et donc l'accélération, elle est énorme, parce que tout le monde sait, faire une phrase et poser une question. Et maintenant, ce qui était le propre de l'homme, quand on disait que le propre de l'homme, c'est le langage, une intelligence artificielle commence à atteindre, et assez rapidement et plus rapidement que ce qu'on avait pensé, le même niveau de fluidité dans sa capacité à rédiger un texte et même à parler. Je ne sais pas si je réponds, mais voilà, Oui, a c'est... priori, tu réponds parce qu'on a quand même des retours qui sont très positifs, avec pas mal de personnes qui vantent ton intervention très intéressante, amenée avec beaucoup d'intelligence, voilà, beaucoup d'intelligence. Mais c'est gentil. Merci pour cet éclairage, voilà. Merci à vous, c'est Ouais, très gentil. détaillé, très brillant. Merci pour la brillante présentation. Voilà. Donc, a priori, oui, tu dois répondre, tu dois répondre aux questions. Il y en a d'autres qui sont arrivées, mais je ne sais pas si on aura le temps d'y répondre ou si tu dois rejoindre. Bah, si je peux encore une, mais après je devrais y aller. Et puis après, Une bah, je pense qu'il y rigolote, a des réunions aussi qui s'ouvrent à 14h pour les gens qui sont avec nous, d'ailleurs. Mais c'est bon, je, ça. je vais essayer. Est-ce que dans la stratégie RH Partners, il est prévu de remplacer les consultants, recrutement, accompagnement RH dans les années à venir par des robots ou des IA? Non, non. Par contre, il est clairement, et on vient de passer notre convention annuelle, il est clairement prévu de pouvoir définitivement, non pas seulement les acculturer aux changements qui vont être les changements de leur propre métier, parce que ça, vous avez compris on est déjà là-dedans, mais c'est de pouvoir les aider parce que la difficulté du métier de conseil, c'est que nous, on traverse des environnements, des secteurs qui sont à des vitesses différentes, des cultures qui sont différentes, avec des outils différents. Donc, la difficulté, c'est à la fois eux-mêmes d'être dans cette acculturation pour avoir cette habileté, pardon, agilité numérique, digitale, d'intelligence artificielle, vous les appellerez comme vous voulez. Et là, l'enjeu cette année, c'était de gagner la confiance de nos équipes sur ce point. Donc ça, je pense qu'on y arrive. Maintenant, c'est comment est-ce qu'ils se sentent à l'aise pour conseiller dans des environnements avec des vitesses, etc., si variées, à la fois des individus et des organisations. Ça, c'est encore une dimension supérieure, et c'est pour autant ce qu'attendent nos clients. C'est-à-dire qu'on doit être les experts, non pas dans le numérique, mais dans cette transformation et ce que ça peut vouloir dire. Très bien. Et nous, on envisage même de découper nos offres par différentes étapes et processus et pouvoir vous indiquer justement laquelle est 100% réalisée par nos humains et lesquelles ont pu être déléguées au contraire à l'IA Bien pour un entendu, tu as maximum de raison de le préciser, transparence. ça fait partie de la gouvernance de l'éthique. Mm. C'est essentiel. Eh bien voilà, je te laisse conclure.
Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre temps, pour votre écoute, pour vos feedbacks, puisque j'ai dit tout à l'heure, c'était quelque chose qu'il fallait savoir prendre. On vous donne rendez-vous pour un prochain numéro, comme on dit, qui tournera peut-être, j'aurais envie cette fois de parler autour de la situation de pyramide des âges dans les organisations et de cette transformation démographique qui est en cours. Donc, comment est-ce qu'on gère j'aime pas parler des générations, mais je parlais plutôt de la transmission des compétences et des savoirs, et comment on arrive à le faire de façon fluide et toujours humaine. Voilà, sans discrimination, dans l'inclusion. Merci Merci beaucoup. Corinne. Au revoir. Au revoir. À bientôt.